c'est pas des secrets d'État, ce sont des témoignages d'acteurs politiques sur des situations juste exceptionnelles. Je veux dire que la période économique quand même qu'on traverse depuis globalement juillet-août 2007 n'a pas de référence dans l'histoire économique mondiale, hors la crise des années 30. Je veux dire, ne pas comprendre ça, c'est considérer que ce qu'on traverse aujourd'hui, de cortège de chômeurs, de douleurs sociales, de structures d'endettement, est une crise parmi d'autres. Ce n'est pas le cas. Juste quand même pour bien comprendre cette crise et retenir 2-3 éléments simples si vous êtes interrogé là-dessus. Cette crise, elle vient d'un modèle économique spéculatif américain qui s'appelle les subprimes, où ils ont globalisé des crédits hypothécaires, où ils ont poussé la classe moyenne, qui est le moteur de la société américaine, à s'endetter pour devenir propriétaire. Les banquiers ont créé ces systèmes et les ont globalisés. Les globalisant, à un moment, ça a explosé, puisqu'on a mélangé des bons crédits et des mauvais crédits. Derrière certains crédits hypothécaires, il n'y avait rien. Derrière certains crédits hypothécaires, il y avait des engagements de particuliers qui devenaient propriétaires de leur villa, de leur maison, etc. Tout ça ayant été globalisé, on ne savait plus, et les banquiers américains notamment ne savaient plus qui avait quoi valait quoi, et quel titre avait encore de la valeur. Le truc s'est effondré en 2007, ça fait une première secousse très forte, mais ça vient des États-Unis. Il y a eu un début de récession. Et puis, il y a eu une deuxième réplique, toujours aux États-Unis, pour aller à l'essentiel, qui s'appelle Lehman Brothers. Ceux qui sont en éco-G ou ceux qui préparent les écoles de commerce, ou tout simplement ceux qui s'intéressent à l'actualité, je pense que c'est important de le savoir. Lehman Brothers, c'était la 4e banque d'affaires américaine, une grosse banque d'affaires mondiale, mais ça reste une stricte banque d'affaires. L'administration américaine de l'époque, à la lumière de ce qui s'est passé avec les subprimes, a voulu faire un exemple et dire ces banquiers, quand même, nous polluent l'atmosphère, prennent des risques inconsidérés, il faut faire un exemple. Lehman Brothers avait besoin de capitaux, avait besoin d'oxygène. L'administration a dit non et a fait faire faillite à Lehman Brothers. Et là, on s'est aperçu que le système bancaire mondial est totalement interconnecté. Que ce soit une banque d'affaires comme Lehman Brothers ou que ce soit une banque de dépôt comme Northern Rock, aucun système bancaire n'est apparu à travers cette crise comme invulnérable. Tout étant interconnecté, la chute de Lehman Brothers a entraîné le refus des banques de se prêter entre elles et a amplifié le phénomène économique de récession. On est rentré dans une période d'1 an et demi de récession. Il y a eu moins 5% en Allemagne, il y a eu moins 2,5% en France, il y a eu moins 2 ou moins 3 aux États-Unis. Toutes les économies avancées sont rentrées en récession économique, c'est-à-dire derrière des faillites d'entreprises, derrière des cortèges de chômeurs au niveau mondial par centaines de milliers, uniquement par la décision d'abandonner une banque. Et le système bancaire a dit, si vous abandonnez une banque, vous abandonnez l'ensemble de l'économie. Pour sauver l'économie mondiale, qu'ont fait les pays? Les États-Unis, l'Europe, la France, etc., a fait ce qu'on appelle la relance keynésienne, c'est-à-dire de la relance pour soutenir l'activité économique par de la dépense publique. Et a récupéré, à travers cela, une partie des dettes privées que les États ont accepté de porter sur leurs épaules, car en faisant de la dépense publique supplémentaire pour soutenir l'activité économique, comme les États étaient déjà très endettés, on est tous passés en dessous de la ligne de flottaison. Et donc cette simple décision sur Lehman Brothers a entraîné une récession économique, un transfert d'une dette privée vers une dette publique, des dépenses supplémentaires, donc des nouveaux déficits, et là est apparue la crise de la dette publique générale, et ça a traversé l'Atlantique, c'est arrivé en Europe sur le maillon plus faible qui était la Grèce, qui est le pays de la zone euro le plus endetté. Et là, les marchés, c'est-à-dire les banquiers modernes, les États aujourd'hui ne se financent plus que marginalement auprès de la Banque centrale, ils se financent sur les marchés, comme des entreprises ou comme des structures corporates qui cherchent de l'argent. Et donc ces marchés, ils s'échangent les dettes. Jusqu'à ces deux crises, les dettes d'État étaient considérées comme les plus sûres, donc tout le monde en avait beaucoup en portefeuille. Et à partir du moment où on s'est aperçu qu'il y avait un maillon faible dans la zone euro et qu'il y avait un risque d'éclatement de la monnaie européenne, tous les gens qui avaient dans leur portefeuille des titres d'État se sont dit il faut qu'on les vende. Donc il y a eu énormément de ventes des marchés des titres d'État et plus personne pour les acheter. C'est comme ça que les taux d'intérêt sont montés et c'est comme ça que tous les pays de la zone euro se sont retrouvés dans une grande difficulté. Donc pour résumer cette séquence de crise, 2007 à aujourd'hui, une crise qui vient des États-Unis, d'un modèle spéculatif, qui fait exploser le système bancaire, qui amène les États déjà très endettés à dépenser pour soutenir l'activité économique et on passe sous la ligne de flottaison. Donc on est au cœur d'un modèle en transformation profonde, économique, de financement des politiques publiques, c'est-à-dire d'un surendettement. Les États ne peuvent plus se surendetter. Et que fait Papandréou à ce moment-là? Il continue de faire de la politique.
il s'aperçoit que les cures d'austérité, les politiques de rigueur, les efforts demandés aux Grecs sont difficiles. Évidemment, les Grecs ne sont pas très bien vus, je dois là aussi à l'honnêteté de le reconnaître de la part des ministères des Finances, puisque les chiffres ont été trafiqués, l'assiette fiscale est très faible, les gens payent au black et l'activité touristique est florissante, mais tout ça se paye. Voilà, donc vous pouvez développer tout ce que vous voulez, faire toutes les économies que vous voulez, augmenter les impôts. De toute façon, l'assiette se réduit puisque ça n'était pas rigoureux et il y avait eu des chiffres trafiqués. Donc la Grèce, le gouvernement grec, Papandréou n'en était pas responsable à l'époque, mais c'est lui qui portait la charge de son pays dans les négociations, était évidemment très mal vu, et notamment de la part des Allemands. Et Papandréou veut faire de la politique en disant je vais demander aux Grecs si oui ou non ils sont d'accord pour le programme de soutien que les Européens, Allemands et Français en première ligne leur proposent, c'est-à-dire de l'argent contre des réformes de structure. Et Papandréou va poser la question aux Grecs, est-ce que vous êtes pour ou contre ce programme de soutien? Alors évidemment, il faut se mettre à la place de Sarkozy et de Merkel, qui reçoivent Papandréou, c'est le G20, Sarkozy a préparé le G20, on a bossé comme des fous pendant des mois et des mois sur cette affaire, et le type arrive en négociation en disant de toute façon je vais interroger les Grecs pour savoir si on accepte votre argent, sachant qu'il est exempt, qu'il a la corde au cou, qu'il n'a plus d'argent, qu'il ne peut pas payer ses fonctionnaires, et il veut demander aux Grecs s'ils sont d'accord pour récupérer l'argent et donc de faire des efforts. Les Grecs vont dire naturellement non, et donc au fond les prêteurs, les créanciers qui prenaient la forme de Sarkozy et Merkel disent mais tu te fous de nous, c'est pas possible. Comment tu peux poser cette question? Si tu poses une question, ce qui est ton choix et ton droit, tu poses une question sur pour ou contre l'appartenance à la zone euro. Parce que l'appartenance à la zone euro, ça donne des droits, mais ça crée des devoirs. Notamment vis-à-vis de ceux qui te prêtent de l'argent et qui veulent t'aider. Tes amis, tes partenaires, l'Allemagne, la France, on est les deux premiers gros contributeurs. Papandréou, dans cette réunion, fait semblant de ne pas comprendre, ça dure 2 heures. C'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est un système angoissant, une espèce de mouche qui vole, une ambiance surannée, on voit les gouttes de sueur qui perlent sur le front. Il passe à peu près par toutes les teintes entre gris sombre, gris clair et blanc pâle. Et à un moment, il comprend tout simplement qu'il n'a pas d'autre choix. Parce que Merkel et Sarkozy tiennent bon et lui disent de toute façon, cet argent, on ne te le prêtera pas si tu poses la question au référendum. Et si on ne te le prête pas, t'es mort. T'es mort politiquement, ton gouvernement tombe, et de toute façon, la Grèce est à l'agonie. Ce qu'on ne voulait pas, puisque le jeu, il faut bien comprendre, le jeu, la stratégie européenne, la volonté de Sarkozy, la mienne plus modestement comme ministre des Finances avec mes homologues, ça a été de dire, puisqu'il s'est passé avec Lehman Brothers, une petite banque d'affaires, une récession mondiale et un cataclysme économique, qu'est-ce qui se passe si on laisse tomber un pays? C'est ça la stratégie. Beaucoup de gens se posent la question de savoir pourquoi on se bat pour les Grecs. Ils ont menti, ils bossent pas, ils rapportent pas d'argent, ils nous coûtent cher, etc. Ce qui est évidemment une vision très caricaturale et très rapide. La Grèce a beaucoup apporté au regard de l'histoire et la Grèce est un partenaire important dans l'unité de la zone euro. Parce qu'on est parti aussi, même si une partie des Allemands voulait la sortie de la Grèce, pas tous les Allemands, mais une partie des Allemands voulait la sortie de la Grèce, pour faire un exemple. Mais la position française, celle que Sarkozy a toujours défendue, a été de dire si avec une banque d'affaires on a eu un cataclysme mondial et il nous faudra des années pour nous en remettre, qu'est-ce qui se passe avec un pays? Avec un pays, c'est un désastre absolu, avec des cortèges de violence et un risque majeur. Donc toute la stratégie a été mise en œuvre pour maintenir la Grèce à l'intérieur de la zone euro, l'aider à renégocier sa dette, mais l'aider aussi à faire ses réformes de structure. Et bien, à ce moment-là, Sarkozy, Merkel et toute la zone euro, pour dire les choses, étaient prêts à prendre le risque de la sortie de la Grèce de la zone euro, si d'aventure il y avait ce référendum. Papandréou a calé, il a décidé de ne pas faire ce référendum, il est tombé une semaine plus tard. Alors Berlusconi, oui, Berlusconi, bon, c'est vraiment un paysage, un personnage, commedia dell'arte. Donc il arrive lifté, maquillé, un peu raltier, il est flanqué de son ministre des Finances Tremonti, qui était un type très intelligent, sympathique, mais alors sinistre. Il n'y avait pas une réunion avec le ministre des Finances italien où il nous expliquait que ce qui est en train de se passer, c'est la nouvelle Deuxième Guerre mondiale, c'est comme ça que c'est arrivé, etc. Donc même quand on est de très bonne humeur, pas fatigué, et une volonté vraiment de discuter de manière sympathique, sérieuse, rigoureuse, méthodique, mais quand même sympathique, le type vous plombe l'ambiance et vous savez, vous en avez pour des nuits de négociations en ayant basculé très rapidement dans une très grave dépression dont vous aurez beaucoup de mal à sortir. Donc ils arrivent tous les deux, et donc là c'est difficile parce qu'on est vraiment au pic de la crise, puisqu'on a le problème grec, mais on a aussi des pays sous programme comme l'Irlande, comme le Portugal. On a un pays comme l'Espagne qui est en grande difficulté, qui a 25%
de chômeurs, plus de 50% des moins de 25 ans, une économie qui a explosé là aussi sur un modèle spéculatif où on a poussé quand même les Espagnols à s'endetter pour devenir propriétaires, tout ça a explosé, et l'Italie. L'Italie, c'est notre affaire. L'Italie, c'est juste la 3e économie de la zone euro, c'est la 8e économie mondiale, c'est un peu moins gros que la France, mais ça reste quand même très puissant. C'est un pays qui a plus de 120% d'endettement, qui n'est pas mauvais sur le plan budgétaire, qui a des faiblesses, mais qui a un vrai problème qui est son système politique, et qui a à sa tête Berlusconi, que les marchés ne voulaient plus voir. Et donc on a passé une heure et demie à expliquer, sans vraiment le dire, à Berlusconi que le problème de l'Italie, c'était Berlusconi. D'abord parce qu'il était en face, ensuite parce que ça reste quand même dans des tons diplomatiques, ce type de négociation, et enfin parce qu'on ne voulait pas aller jusqu'à cet extrême. On a abouti, dans la fin de négociation, à ce que le FMI obtienne un droit de regard sur l'évolution des comptes et du budget de l'Italie. Et on savait très bien que les Italiens étaient fiers. L'idée même que le FMI puisse mettre son œil et porter son regard sur la situation budgétaire italienne était évidemment une défiance terrible. Et on savait que Berlusconi ne tiendrait pas. Berlusconi a accepté. Le ministre des Finances, celui qu'on invite pour amuser la communion de la gamine, donc Tremonti, retenez son nom, a tout de suite compris qu'il ne fallait pas accepter. Berlusconi avait donné son accord. Berlusconi tombe un mois plus tard. Voilà comment ça s'est passé. Vous avez eu 2 gouvernements qui sont tombés en temps de paix sur la crise de la dette, sur la crise de l'euro, et uniquement par la pression internationale pour expliquer qu'il fallait se donner les moyens de sauver l'essentiel. Et l'essentiel, c'était d'abord ce qu'on avait en commun, et d'abord ce qu'on a en commun à l'échelle européenne, au-delà du projet, du partage, des valeurs, etc. Et de l'aspect démocratique, c'est évidemment notre monnaie.